il y a des dirigeants qui essayent de camoufler leurs responsabilités. Mais il y en a d'autres qui vont plus loin, c'est-à-dire ils comptent sur l'épidémie et sur leur action contre l'épidémie pour garder le pouvoir, voire le bétonner. Et celui qui mérite sans doute d'entrer dans le Guinness des records de ce point de vue, c'est Benyamin Netanyahou, puisqu'il avait perdu coup sur coup 3 élections législatives, toutes les 3 anticipées, on va y revenir, et qu'il a essayé avec le Codiv de réussir à renverser la situation créée par ces élections, se maintenir au pouvoir, écarter ses opposants et reporter à la Saint-Glinglin les procès dont il est l'objet. Il a été inculpé. Netanyahou, on ne l'a pas dit dans les journaux, dans les médias français, vous le remarquerez. Il a fait un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État. C'est-à-dire que son complice, qui était le président de la Knesset sortante, Yuli Edelstein, a fermé la Knesset, a clos les travaux. Contre l'avis de la Knesset, contre l'avis du président de l'État, bon, qui n'a pas grand pouvoir, mais quand même, il a le pouvoir de dire que c'était anormal, contre l'avis de la Cour suprême. Et comment ça s'est réglé? Eh bien, par la trahison de Gantz, qui s'est fait élire président de la Knesset à la place du putschiste et qui a commencé à négocier avec Netanyahou. Mais Netanyahou est tellement arrogant et tellement sûr de lui qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle en tout cas, il a refusé toutes les négociations en réalité avec Gantz. On avait parlé d'un gouvernement d'union nationale, etc. Netanyahou, gouvernement d'urgence, d'urgence, etc. Et finalement, on est aujourd'hui dans une situation où Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement majoritaire, Gantz n'a pas réussi non plus à former un gouvernement majoritaire. Donc, en principe, sauf surprise, mais je n'y crois pas, on va aller à une quatrième élection. Mais ici, l'échec. Avec le même objectif. Ici, l'échec, il semble plus être du côté de Gantz que du côté de Netanyahou. Je veux dire, cette fois-ci, puisque pour l'instant, ça semble lui profiter, cette crise. Le calcul de Netanyahou, absolument, vous avez raison, c'est que sa conduite à la tête de l'État dans la lutte contre l'épidémie lui permette d'en tirer profit politiquement. C'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Mais Netanyahou s'est trompé déjà 3 fois de suite. Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'il se trompe une 4e. Tout dépendra du bilan réel de l'épidémie. Or, ce n'est pas notre sujet, donc je ne vais pas développer là-dessus, mais ça se passe très mal. Donc, je ne sais pas comment les choses vont évoluer et je ne suis pas du tout persuadé que Netanyahou arrive à tirer son épingle du jeu. Je pense que ça peut se retourner contre lui. Alors, j'ai parlé pour l'instant comme si la question de Netanyahou, son objectif, c'était de garder le pouvoir et d'éviter le procès qui, normalement, devrait s'ouvrir dès la fin du confinement. Évidemment, vos amis l'auront compris, derrière ces enjeux-là, il y a surtout un grand enjeu. Netanyahou veut préserver la radicalisation de la politique israélienne telle qu'il l'a mise en œuvre depuis les élections de 2015. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que depuis 2015, il n'y a que la droite et l'extrême droite qui gouvernent, personne d'autre. Et avec ces gouvernements, Netanyahou a mené Israël à une politique comme jamais il n'y en avait eu. Je mets en garde vos amis sur l'idée reprise de Jacques Duclos dans l'élection présidentielle de 1969, ça remonte à loin, du blanc bonnet et du bonnet blanc. Même si la gauche travailliste et la droite likoudiste ou autre ont évidemment beaucoup de points en commun, ça explique que Gantz ait pu trahir aussi facilement, il y a quand même plus que des nuances. Et cette radicalisation, elle s'est exprimée dans 3 domaines. Premier domaine, le plus important, c'est qu'on est passé d'une politique d'occupation et de colonisation de la Cisjordanie depuis 1967,
radicalisé petit à petit, mais on est passé à autre chose. L'objectif affirmé de la politique israélienne, c'est d'annexer tout ou partie de la Cisjordanie. Comme Israël a annexé Jérusalem-Est, avec maintenant la bénédiction de Donald Trump, et comme, avec aussi la bénédiction du plan Trump de Donald Trump, le Golan, le plateau du Golan syrien. Ça n'est pas seulement un discours que je résume, c'est une loi. Il y a une loi du 6 février 2017 qui permet effectivement d'annexer l'ensemble des terres de Cisjordanie à partir de combinaisons juridiques qui ne seraient pas utiles, je pense, de développer maintenant. Ce qui veut dire, c'est ça qui est important, ce n'est pas l'annexion seulement en soi, mais ça veut dire que le but, ça n'est plus comme autrefois les deux États, la solution d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël et on négocie dans quelles conditions, etc., qui est au fond l'espèce de brouillard qui nous rend toutes les choses confuses depuis 1993. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un seul État. Un seul État, c'est-à-dire toutes les terres, l'ensemble de ce qui était le mandat britannique sur la Palestine, devenant israélien, et évidemment pas un État binational démocratique où les deux peuples auraient les mêmes droits et les mêmes possibilités de voter, d'être élus, de défendre leurs droits politiques et nationaux. Non, ce serait un État d'apartheid. Alors souvent, quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah là là, apartheid, mais vous comparez avec l'Afrique du Sud, etc. » Le problème n'est pas de comparer avec l'Afrique du Sud. Le problème est simplement de regarder, et c'est mon deuxième point, ce qu'il y a dans la nouvelle loi constitutionnelle que l'État d'Israël… Loi fondamentale, parce qu'il n'y a pas de constitution. Oui, c'est-à-dire c'est une loi constitutionnelle parce qu'il n'y a pas de constitution. Vous voulez, comme Ben Gourion n'a pas voulu se fâcher en 1947-48 avec les partis religieux, qui ne voulaient pas entendre parler de constitution, la seule loi, c'était celle de Dieu, c'était la halakha, la loi religieuse juive. Alors Ben Gourion a dit, on ne fait pas de constitution. On ne peut pas avoir un pays qui fonctionne, un État, sans des institutions. Donc, on a fait en Israël une série de lois dites fondamentales ou dites constitutionnelles qui, petit à petit, ont géré l'ensemble des institutions de l'État. La loi qui a été votée le 19 juillet 2018, loi sur l'État-nation du peuple juif, c'est une loi dont l'article 1 dit, je ne fais pas de la glose, je cite mot pour mot, « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël ». Donc ça veut dire que les 20% de gens qui ne sont pas juifs n'ont pas droit à l'autodétermination en Israël. Ça s'appelle un État d'apartheid. Exactement. Deux peuples dont l'un a tous les droits, ou presque, et l'autre pas de droits, ou presque. Donc, cette loi fondamentale, qui en plus a dégradé l'arabe, qui avait le statut de langue d'État au même titre que l'hébreu et qui ne l'a plus, qui présente la colonisation comme, je cite, une valeur fondamentale de l'État, qui doit l'encourager, etc. Cette loi, elle, définit au fond ce que sera le grand État unique tel que la droite et l'extrême droite israélienne le voient. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la radicalisation de la politique passée de la colonisation à l'annexion des territoires occupés, la radicalisation de la structure même, de la nature même de l'État d'Israël comme État apartheid. Voilà en gros le paysage de la radicalisation de Netanyahou, et c'est ça qu'il défend. Au-delà de son poste à lui, au-delà de la question du procès, il défend la poursuite de cette politique dont une grande partie d'Israéliens ne veulent plus entendre parler. Parce que sinon, on ne comprend pas, je fais la boucle avec ce que j'ai dit au début, comment d'un côté, il n'y a pas d'alternative, ça c'est clair, mais ce n'est pas le seul pays où il n'y a pas d'alternative, hein, soit dit entre nous. Si on commençait à faire la liste des pays où il n'y a pas d'alternative politique au pouvoir en place, on pourrait parler de la France assez longuement, je pense.
On souhaiterait qu'il y en ait une, mais pour l'instant, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, d'un côté, il n'y a pas d'alternative, mais d'un autre côté, les gens ont voté contre Netanyahou. Les gens n'ont pas voulu lui donner une majorité, et il n'a pas eu de majorité, il n'en a toujours pas aujourd'hui. Très bien. Et alors, en question d'ouverture, on pourrait se demander si la crise en fait, du coronavirus en elle-même pourrait accélérer la radicalisation d'Israël. Est-ce que ça pourrait laisser des traces, notamment dans la liberté de circuler des Palestiniens ou dans la ségrégation des populations palestiniennes? Vous savez, ce qui est absolument caractéristique de la période, c'est que tout se passe dans la politique israélienne en Palestine, je veux dire occupée, dans les territoires, en Cisjordanie, comme s'il n'y avait pas de coronavirus. C'est-à-dire que pendant l'épidémie, la répression continue. C'est caractéristique. Je veux dire, on voit tous les jours des rafles, des arrestations, des assassinats. On a vu des destructions cliniques. On a vu des destructions de cliniques, démolition de maisons, arrestation volontaire. Et puis, quand ça ne suffit pas avec l'armée, c'est les colons qui s'en occupent, et notamment les jeunes colons, qu'on appelle la jeunesse des collines, et qui, par exemple, ont volé des tentes installées par l'armée israélienne. Je veux dire, on croit rêver, quoi. Vous avez même, sous couvert de Covid, de l'épandage d'herbicides dont tous les spécialistes disent qu'on ne sait pas exactement quel est le lien entre les herbicides et le Covid, mais que le mieux, c'est d'éviter d'en répandre par les temps qui courent, quoi. Il y a des destructions de maisons et d'installations dans la vallée du Jourdain, palestinienne. Il y a des arrachages d'oliviers, c'est-à-dire l'État d'Israël se comporte avec les Palestiniens comme s'il n'y avait pas d'épidémie. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit au début, on a parlé beaucoup de collaboration, de coopération entre Israël et l'autorité palestinienne, etc. Mais moi, j'ai téléphoné à une série d'amis en Cisjordanie et à Gaza, c'est du baratin. C'est du baratin. Les Palestiniens ont très peu de masques, très peu de gel, très peu de lits d'hôpital avec respirateur. Bref, les moyens de lutte contre l'épidémie sont extrêmement réduits et on ne peut pas dire qu'Israël ait fait un grand effort pour les développer. Ce qui, pour être clair, est tout à fait caractéristique de l'absurdité de la politique israélienne. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a très peu de morts, relativement peu de cas, en tout cas déclarés. Mais si on imagine que le Covid explose à Gaza, c'est évident que ça aura des conséquences majeures sur la population israélienne, pas seulement sur la population palestinienne. Surtout avec un maintien du blocus. Absolument, absolument. Donc ça veut dire qu'il y a une folie réelle dans cette politique. On ne se rend pas compte que, surtout face à cette épidémie, tout le monde est dans le même bateau, pas avec les mêmes rames, pas avec les mêmes moyens de se défendre, mais tout le monde est dans le même bateau. Si Gaza devait sombrer dans l'épidémie, ça aurait des conséquences absolument radicales du côté israélien. Or, du côté israélien, je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses deviennent vraiment sérieuses. Et notamment du fait de la contamination massive des ultra-orthodoxes. Donc tout ça est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si c'est annonciateur d'une nouvelle radicalisation. De toute façon, on est presque au bout, hein, d'une certaine manière, parce que le plan Trump, s'il devait être appliqué, ce que je ne crois pas, hein, mais s'il devait être appliqué, c'est la fin de la question palestinienne. Ce n'est pas seulement des cadeaux qui sont faits, un partage inégal, non. Trump offre plus de la moitié de la Cisjordanie à Israël. C'est-à-dire que l'essentiel de la Cisjordanie, colonie incluse, sera complètement dans les mains, y compris juridiques, enfin, annexées d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Vidal, pour votre intervention et votre temps. Voilà. Merci à vous et bon courage.